Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À la lumière des derniers événements qui se sont déroulés dans le pays, qui ont sérieusement perturbé la rentrée scolaire, nous pensons à inviter deux éducateurs, les professeurs Ronnie Desroches et Guy Etienne. Par rapport à ce qui plane sur le pays, par rapport aux appels à la grève, aux manifestations violentes déroulées cette semaine, est-ce qu'on peut sauver cette année académique? Est-ce qu'on pense aussi aux enfants? Des questions que l'on aura donc à poser à nos invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Professeur Guy Etienne, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir de partager nos expériences et nos expertises. Professeur Desroches, bonjour, merci comme vous le faites souvent d'ailleurs de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Comme vous l'avez dit, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous ici à Métropole. Vous êtes là avec nous ce matin, comme je l'ai dit tantôt, très certainement en tant qu'éducateur, vous vous sentez préoccupé par la situation aujourd'hui. Il y a eu une rentrée qui a débuté avec difficulté. Je dirais même la rentrée cette année a eu du plomb dans l'aile, mais a eu lieu quand même. Mais elle allait être perturbée par le cyclone, par des mouvements de rue et encore aujourd'hui, d'autres appels sont lancés et on craint pour l'année. Professeur Guy Etienne, vous avez votre propre établissement scolaire aujourd'hui, le collège Katz-Pressoir. Et à quel point vous vous sentez concerné par ce qui se passe à travers la rue aujourd'hui? Bon, nous sommes très préoccupés, très préoccupés par ce qui se passe. Une année scolaire à peine commencée qui est déjà perturbée par des menaces, par des aléas naturels et aussi et malheureusement par des aléas anthropiques. Sur les aléas naturels, on n'y peut rien, il faut se préparer. Mais pour les aléas anthropiques, ça veut dire générés par l'homme, il faut non seulement se préparer, mais il faudrait aussi trouver des éléments de solution pour que les gens comprennent que toute société qui n'a pas une école qui fonctionne correctement n'a aucun avenir. Nos préoccupations particulièrement, c'est quand un parent, un jeune parent, ayant son enfant en deuxième année au collège, qui a dû venir chercher sa fille, mais vraiment en courant, et il me dit, ce qui m'embête, c'est qu'il y a 30 ans de cela, mon père courait dans les rues pour venir me chercher à Jean-Marie Guillot. Voilà que 30 ans plus tard, je suis obligé de faire la même chose. Et là, il s'est arrêté, il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sont de grosses préoccupations. Moi, je veux aller encore un petit peu plus loin. Dans les années 69-70, je me rappelle, quand il y a eu les bombardements de Caillard sur Port-au-Prince, j'étais à l'école et j'ai dû courir pour aller chercher ma sœur qui était au collège Saint-Pierre, mais on avait vu les miliciens, les tontons Macoute de Duvalier, tuant les gens, faisant un tas d'exactions, mais là on se dit 68, 62, ça veut dire près de 50 ans, 50 ans de violence, 50 ans à courir dans les rues, mais finalement, il faut absolument que l'on trouve des éléments de solution parce que sinon, la préoccupation deviendra inquiétude. Et à ce moment-là, vraiment, c'est difficile. C'est difficile et on comprend votre position. Acteur à votre niveau, évidemment. Mais le professeur Desroches, vous êtes aussi acteur à un autre niveau. On vous entend souvent à la radio. Et on ne vous a jamais perçu comme un radical, un extrémiste, c'est quelqu'un qui préconise toujours le dialogue. Très souvent, dans vos interventions faites dans les médias, professeur, la place du dialogue aujourd'hui dans tout ce qui se passe là maintenant? Je crois que la place du dialogue est essentielle dans tout ce qui se passe.
Parce que Wendell, vous avez évoqué 2 types de problèmes qui menacent l'école. Les problèmes à caractère climatique, avec les cyclones de plus en plus violents qui nous arrivent. On en a un qui nous a frôlés, n'est-ce pas, qui aurait pu être beaucoup plus dévastateur. Et il y en a d'autres, la saison cyclonique n'est pas terminée, il y en a qui se préparent, etc. On ne sait pas ce qui nous attend la semaine prochaine. Et vous avez évoqué aussi la question des troubles politiques. On en a connu cette semaine, on annonce déjà, n'est-ce pas, une grève pour lundi prochain. Tout ceci risque de perturber l'école au cours de ce mois de septembre et on ne sait pas comment, n'est-ce pas, les mois suivants vont venir. Mais je dirais que ces 2 problèmes sont liés parce que c'est un fait qu'il y a des problèmes de changement climatique, mais il y a aussi le fait de notre vulnérabilité. Parce que si nous avions une situation économique nettement meilleure, on aurait pu avoir dans toutes les communes du pays des abris solides, n'est-ce pas, et où les gens auraient pu se protéger. On aurait pu avoir également des possibilités économiques pour alimenter les gens immédiatement quand ça arrive, etc. Et puis les capacités de reconstruire seraient beaucoup plus grandes. Maintenant, au niveau de l'école, c'est aussi le problème. Il y a un problème, il y a un double problème à propos des questions, n'est-ce pas, sociales et politiques qui se posent aujourd'hui. Premièrement, vous avez un pays où il n'y a pas de croissance, où il n'y a pas de création de richesse, où il y a des aspirations et des besoins de plus en plus grands, n'est-ce pas, dans ce pays et qui ne sont pas satisfaits. J'ai souvent dit ces derniers temps qu'il y a actuellement une inadéquation dangereuse entre les besoins et les aspirations de la population et les ressources disponibles. Et tout ceci s'exprime aujourd'hui à travers la question du budget national. Vous savez, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons une pression fiscale de 12%. C'est-à-dire la quantité du produit intérieur brut qui va dans le budget national. Alors que dans la Caraïbe, en général, la pression fiscale est de 22%. Et nous sommes le pays où il y a le produit intérieur brut, le produit per capita le plus bas de la région. Nous sommes aujourd'hui à peu près à $800 par personne et par année, alors que d'autres pays comme les Bahamas et autres ont plus de $10 000, n'est-ce pas, par personne et par année. Vous voyez, et ils ont 22% de ce produit qui va dans leur budget. Notre budget est ridicule par rapport à nos besoins. Et c'est ça le vrai problème. Parce que tout ce que l'on dit, n'est-ce pas, concernant tel ou tel secteur qui n'est pas bien pourvu, etc. Mais en fait, le vrai problème, nous devrions avoir davantage de croissance. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que nous devons avoir un dialogue national, comme vous le dites, qui nous permet d'avoir une vision commune de l'avenir de ce pays, du développement économique et social de ce pays. Ensuite, nous mettre d'accord sur une stratégie, n'est-ce pas, qui nous permettrait d'arriver aux objectifs fixés par cette vision et nous mettre d'accord sur le rôle des différents acteurs. Mais vous savez, personnellement, je suis très préoccupé par ce qui se passe actuellement, mais d'un autre côté, je me dis que nous avons des avancées extraordinaires qui se font. Vous savez, pendant toutes ces dernières années, l'initiative de la société civile, nous nous sommes battus sur les questions budgétaires, n'est-ce pas? Presque chaque année, nous sortions des déclarations sur le budget, des suggestions au gouvernement, etc. Mais nous étions peut-être parmi les rares qui en parlions. Le groupe Croissance, de temps à autre, peut-être l'association haïtienne des économistes, ici et là. Mais aujourd'hui, le budget, qui est l'instrument le plus important pour la gouvernance du pays, est au cœur du débat. Le citoyen lambda, n'est-ce pas, sait qu'il y a dans le budget, n'est-ce pas, une augmentation de taxes, qu'il y a une affaire
d'impôts, n'est-ce pas, sur le revenu forfaitaire qui risque de le frapper, etc. Et Wendell, je vais te donner une anecdote, enfin, qui est vraie, n'est-ce pas, que j'ai vécue et qui m'a rempli de plaisir. Dernièrement, j'étais au Sénat, invité par le Sénat, par la commission finances du Sénat, pour participer à un débat justement sur le budget. Et là, il y avait beaucoup de représentants de groupes de la société civile, il y avait aussi le président de l'association des maires, il y avait un représentant des greffiers, des représentants de droits humains, etc. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est un jeune étudiant qui représentait l'Observatoire de la jeunesse sur les questions publiques, qui a décortiqué le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a trouvé qu'il y avait des doublons dans ce budget, qui a critiqué certains projets, qui a fait des propositions pour d'autres projets qui seraient beaucoup plus favorables à la jeunesse. Eh bien, j'étais rempli de satisfaction. Je me suis dit, je n'ai pas perdu mon temps à parler du budget pendant ces 10 dernières années. Voilà qu'aujourd'hui, vous avez une génération de jeunes qui comprend que maintenant, la solution de leurs problèmes se trouve dans le budget. Il y a la question des allocations. Vous avez dit, excusez-moi, professeur, vous avez dit qu'il était au Sénat de la République. Oui. Est-ce que ces remarques avaient été prises en compte par les sénateurs? Bon, alors, autre aspect de la question qui est dramatique. Je suis allé, il y avait exactement, je crois, 3 sénateurs qui étaient là. 2 sénateurs de l'opposition. Non, il y avait 4 sénateurs. 2 sénateurs de l'opposition. Le sénateur Dumont, qui n'est pas de l'opposition ni avec le pouvoir. Et il y avait un sénateur qui est proche du pouvoir, M. William Joseph, n'est-ce pas, mais qui avait pris une distance par rapport au budget et au pouvoir, etc. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Il n'y avait aucun sénateur vraiment proche du pouvoir et qui appuyait le budget, qui allait voter pour le budget, qui était là pour dialoguer avec nous, pour dire voilà comment moi je comprends le budget, etc. Ces gens ont fui ce dialogue. Vous voyez, c'était dramatique. C'était les gens de l'opposition qui parlaient surtout, et ça pour dire leur mécontentement par rapport au budget. Autrement dit, ce que je veux montrer par là, c'est que le pouvoir, aussi bien que les parlementaires qui soutiennent le pouvoir, ne font pas leur travail de dialogue avec la population. Pendant ces 10 dernières années où nous nous sommes occupés de budget, nous avons eu des gens comme le ministre des Finances, Henri Bazin, de Regretter Mémoire, qui toujours avait des discussions avec nous. D'Orsainville également, même le ministre Lalo, récemment, a eu des réunions avec plusieurs secteurs de la société sur la question du budget. Ce gouvernement, malheureusement, a concocté son budget sans dialogue. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On ne peut pas s'asseoir dans sa tour d'ivoire, faire un budget sans consulter la population, les secteurs organisés, n'est-ce pas, de la population, les syndicats et autres, pour connaître leur point de vue. Et j'espère qu'ils vont tirer les leçons de ce manque de concertation. De ce manque de concertation ou de ce manque de dialogue, pour vous répéter, professeur. Mais il y a un autre aspect ou encore une autre question fondamentale. Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un budget aujourd'hui? Est-ce que les Haïtiens, pour la plupart, et même les sénateurs, et même j'ose le dire ainsi, Oui. et même des sénateurs d'arrivée, et même des parlementaires, C'est vrai. est-ce qu'ils comprennent ce que c'est qu'un budget? Il suffit d'écouter ce qui se dit à la radio, ce qui est dit à la radio, et puis on réalisera qu'il y a une forte incompréhension de la loi de finances, à proprement parler, professeur. Et là, excusez-moi avant votre intervention, vous parlez de dialogue. Vous parlez de dialogue. Est-ce qu'il ne faut pas envisager, je dirais, une façon de démarrer, un point de départ? Il ne faut pas envisager un point de départ. Si oui, par où commencer pour résoudre ces problèmes? Culture du dialogue, éducation et autres. On commencera par où? À l'école? Si oui, comment s'articulera ce rôle à l'école?
Et alors, vous disiez, est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un budget? Oui. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'au cours de ces 10 dernières années, nous n'avons fait que ça, de l'éducation civique, et n'est-ce pas, dans ce pays. Et vous avez atteint combien de gens? Bon, écoute, nos moyens sont très limités, mais je peux vous dire que dans toutes les communes du pays, l'initiative de la société civile a organisé avec des leaders d'organisations un séminaire sur le budget national. Vous voyez, nous avons fait des séminaires aussi sur le budget communal, etc., etc. Et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas perdu mon temps. Je vois qu'au niveau de la jeunesse aujourd'hui, les gens commencent à se pencher sur le budget. Donc il y a, et nous sommes en plein apprentissage de la démocratie dans le pays, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas au niveau peut-être même de la Jamaïque ou bien de la Barbade, où il y a des débats sur le budget sérieux, etc. Mais il y a quand même un certain progrès qui se fait, les gens s'intéressent. Maintenant, vous disiez par où commencer? Et bon, je ne veux pas parler de moi-même, hein, mais vous savez, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler peut-être à Métropole suffisamment, mais vous savez que j'ai préparé un ouvrage d'éducation civique, ce que tout citoyen, toute citoyenne devrait savoir. Un ouvrage qui est publié en français et en créole pour le secondaire. À quand la parution de... Il est déjà en circulation. Non seulement il est en circulation, il est utilisé dans beaucoup d'écoles et même le ministère de l'Éducation nationale l'a subventionné, n'est-ce pas, pour permettre aux élèves des écoles de l'acquérir à un prix plus abordable. Eh bien, dans ce livre, il y a justement une partie sur le budget, des questions de finances, etc., etc. Donc, le travail de formation se fait. Professeur Guy Etienne, Oui. le rôle de l'école dans un vaste plan, dans une vaste campagne d'éducation civique, si vous le préférez. À tous les niveaux. Mais j'aurais préféré parler d'éducation à tous les niveaux et pour une meilleure compréhension des choses en Haïti. Oui, justement, je reprends une question qui est d'importance. Est-ce que vraiment les gens savent ce que c'est que le budget? Je suis certain qu'ils ont étudié à l'école la définition. Mais c'est ça justement le type d'école que nous faisons maintenant. Les enfants apprennent par cœur, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec ce qu'ils apprennent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons durement travaillé pour introduire le nouveau secondaire dans le système scolaire qui malheureusement a été très très mal compris par le ministère de l'Éducation actuellement. L'idée c'était justement permettre aux jeunes à partir de la 9e année fondamentale de pouvoir s'orienter sur le marché du travail. Et avec des cours d'économie, des cours d'entrepreneuriat, mais des cours pratiques, des cours pour apprendre aux jeunes comment monter un budget. Et je vous assure qu'ils sont capables de le faire. Parce qu'il y a des enfants de 12-13 ans qui apprennent ce que c'est qu'un budget, comment monter un budget. Récemment, il y a un élève qui faisait son budget et il a mis le prix des clous qu'il avait utilisés dans son projet. Et son père de lui dit, mais non, tu ne peux pas mettre le prix des clous parce que c'est moi qui t'ai donné ces clous-là. Il a dit non, tu me les as donnés, oui, mais dans le projet, les clous ont une valeur. Ce qui veut dire que si on fait un enseignement pratique, on peut arriver à faire comprendre ce que c'est qu'un budget. Il faut commencer à l'école. Commencer à l'école et il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale réorganise ce nouveau secondaire tel que c'était prévu pour permettre aux élèves de comprendre les notions, de s'approprier de ces notions et d'être capables de les utiliser dans leur vie quotidienne. À l'école, nous autres, ça fait au moins 4 ans que chaque année, nous demandons au groupe Croissance, par exemple, de venir présenter le budget à l'école. Que les élèves discutent, que les élèves apprennent ce que c'est qu'un budget. Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous faisons venir des cadres de la DGI pour présenter des conférences sur les impôts, sur les taxes. Nous avons fait venir des cadres du ministère des Finances. Nous avons fait venir des professionnels, des responsables de l'État. L'école ne se fait pas entre 4 murs, apprendre par cœur et puis c'est tout. Il faut que les enfants comprennent ce qui se passe sur le terrain. Alors le sens de ma question, pour se permettre que je vous arrête un instant, c'est le budget, c'est une prospection.
n'est-ce pas? N'avez-vous jamais entendu des gens affirmer que l'argent est déjà là, se référant au budget? Oui. Ils disent que l'argent est déjà là, alors que là, on parle de prévision dans un budget. Maintenant, l'école à elle seule ne pourra pas faire ce travail. Non. Il faut l'implication du ministère de l'Éducation pour vous répéter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de conscience citoyenne qui est à l'origine des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui? Tout à fait. Est-ce que la conscience citoyenne ne fait pas défaut aux Haïtiens aujourd'hui? Oui, parce que nous avons appris à vivre dans l'individualisme. Et chaque personne qui a une responsabilité, qui devrait avoir une responsabilité, pense que pour réussir, dès qu'elle réussit, c'est fini, les autres, on ne s'en soucie pas. Alors qu'il faut une conscience collective. Il faut de nouvelles visions du leadership. C'est quoi un leader? Le leader, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, qui réussit seul. Un leader qui réussit seul n'est pas un leader. Il faut que sa communauté réussisse. Il faut que son groupe réussisse. Donc moi, je crois que là encore, je reviens au niveau du système éducatif. Il faut apprendre aux enfants à vivre ensemble. Il faut apprendre aux enfants à vivre en équipe. Et c'est la raison pour laquelle certaines fois, les gens pensent que c'est révolutionnaire que des élèves passent leur examen de fin d'année ensemble. Il n'est plus question que les élèves passent leur examen et qu'ils cachent pour que les autres ne voient pas. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble parce que demain, quand ils vont ouvrir une entreprise, là, ils seront ensemble. Vous préconisez une sorte de vivre ensemble, la culture de vivre ensemble. C'est important, c'est indispensable. Oui, l'empathie doit être développée. Mais nous n'avons jamais appris à développer l'empathie, non? Malheureusement, mais ça peut se faire. On peut réussir à le faire. On a plein d'exemples. Quand, par exemple, récemment, nous avons fait un atelier de formation pour des directeurs des lycées du Sud. Nous avons fait un atelier sur les châtiments corporels pour ou contre. Tout cela qui était pour à gauche, cela qui était contre à droite. Bon, il y a eu un débat, bref. Et tout de suite après, j'ai dit, maintenant, j'impose à ceux-là qui étaient pour de devenir contre, à ceux-là qui étaient contre de devenir pour. Et ils me regardent. Maintenant, débat argumenté. Qu'est-ce qu'on voulait faire justement? C'est apprendre à se mettre dans la peau de l'autre. Apprendre à mieux comprendre l'autre avant de réagir. Apprendre à vivre ensemble, à dialoguer, comme disait le professeur Desroches tout à l'heure. Mais ce n'est pas le dialogue juste pour le dialogue. Le dialogue avec un objectif. Trouver des éléments de solution qui seraient favorables à tout le monde. Donc là, il faut penser aussi à voir le pays d'abord, professeur. Oui, il faut voir le pays d'abord, mais pour ceci, on doit travailler sur deux dimensions. La dimension de l'éducation, comme l'a dit le professeur Étienne, faire comprendre aux élèves qu'on ne peut pas réussir seul, il faut aussi partager avec les autres. Alors, je ne veux pas faire de la publicité pour moi aujourd'hui, mais quand même, il y a des choses qu'on peut signaler. Vous savez qu'en classe de 9e, examen officiel de l'année dernière qui vient de s'écouler, on a proposé un texte de l'ouvrage d'éducation civique sur le sens du bien commun, n'est-ce pas? Enfin, vous pouvez voir ça. C'est pour vous dire qu'on essaie un petit peu d'inculquer aux enfants, c'est ce texte qu'ils ont eu à expliquer en classe de 9e. Mais je dirais qu'il faut travailler sur l'aspect éducation, formation. Mais il faut travailler aussi sur la dimension pratique des choses, la dimension concrète des choses. Parce que aujourd'hui, en Haïti, vous avez un fossé entre ceux qui n'ont pas grand-chose et qui sont dans la misère et ceux qui ont beaucoup dans ce pays. Et il y a comme une haine de l'un par rapport à l'autre. Il y a une volonté d'exclusion, n'est-ce pas? Et l'autre jour, mardi soir, après ces grèves, quelqu'un me montrait une vidéo qu'il a reçue où quelqu'un disait si leur machine a passé, mandez descendre vite là. Si son monde rouge, ou mettre craser machine là. Si son monde noir, ou pas craser machine. Non, mais il rapporte au lit, mais il fait vrai.
Bon. Les faits vrais. Bon, ok. Non, c'est pour vous dire, que gon sorte de haine qu'a développé dans le pays. Hein? Alors, parce que parfois, on forme de frustration, n'est-ce pas? Parce que, pas oublier que Haïti, c'est le pays où il y a le coefficient de Gini, n'est-ce pas, le plus élevé. C'est-à-dire, les inégalités sociales sont très, 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 très élevées dans ce pays. Et c'est là où je dirais, que le gouvernement a une responsabilité importante, n'est-ce pas, à assumer. C'est-à-dire, au moins, permettre à ce que l'enfant ait une école où il peut aller gratuitement et trouver une éducation de qualité, où on peut trouver des soins de santé. Et puisque nous parlons du budget aussi, une autre chose que nous dénonçons souvent, c'est que on applique ce qu'on appelle des impôts indirects plutôt en Haïti. C'est-à-dire ce que vous payez comme TCA en achetant tel ou tel bien ou tel service, n'est-ce pas? Mais tous les économistes vous disent que les impôts indirects sont plutôt injustes parce que le poids de l'impôt tombe sur, n'est-ce pas, la grande masse la plus pauvre, au lieu de se focaliser sur les impôts directs, impôts sur le revenu, etc., etc. Pour vous donner juste un exemple, 65 milliards de gourdes viennent des impôts indirects qui pèsent le plus sur les petites bourses et 25 milliards seulement viennent des impôts directs. Donc, il y a une grande injustice dans ce pays. Si nous voulons qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenance, que tout le monde sente que nous sommes tous haïtiens, n'est-ce pas, vivant dans un même pays, avec un destin commun, etc., il faut que, n'est-ce pas, non seulement on l'enseigne, mais que chacun sente que nous avons un pays, une communauté, un État qui s'occupe de moi, qui s'occupe de mon éducation. Parce qu'aujourd'hui, M. Étienne, n'est-ce pas, est certainement, avec Quatre-Pressois, l'une des meilleures écoles de ce pays, mais s'il est au bout, n'est-ce pas, à une certaine sommité, mais si vous prenez les écoles des milieux ruraux, etc., où parfois l'enfant n'a même pas un banc pour s'asseoir, où le professeur, n'est-ce pas, n'a pas de qualification, il faut que cet écart soit réduit pour qu'il y ait une seule école. S'il n'y a pas de banc, on ne peut même pas oser penser à faire venir un professeur qualifié pour partager le pain mais par où commencer? La question, M. Théodore pose souvent cette question, par où commencer? Oui. C'est ça justement, il faut qu'on arrête de faire les écoles traditionnelles, les écoles borlettes. Il faut mettre les élèves en situation concrète, effectivement, en situation de réflexion, en situation de production. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que le citoyen, le simple citoyen n'a pas son mot à dire? Mais certainement, certainement. Et l'année dernière, par exemple, on a fait une expérience. Nos élèves ont décidé, au lieu d'inviter les élèves des lycées à venir voir les résultats de leurs travaux, ils nous ont dit non, cette année, nous voulons qu'ils viennent travailler avec nous. Et il y a le lycée Jacques Roumain qui a été invité. Les élèves sont venus, ils ont travaillé avec nos élèves. Et là, on s'est rendu compte que ces élèves des lycées ont beaucoup de potentialité. Il faut leur donner l'occasion, eux aussi, d'exploser. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est commencer par montrer à notre jeunesse, à nos jeunes, qu'ils ont eux aussi une responsabilité et qu'ils aillent sur le terrain réellement. Permettez que j'observe la pause, professeur Étienne et professeur Desroches. On reviendra tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, les professeurs Ronnie Desroches et Guy Étienne. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après flou et contour en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous contour facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons éducation ce matin, mais nous parlons aussi budget, surtout avec les remarques de quelques auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent cette émission. D'abord, il y a une auditrice qui insiste pour que je fasse ce rappel que Christian Farel parle chaque samedi à son émission Investir de budget ou encore du budget de la République, ce que c'est qu'une loi de finances. Donc, l'auditrice exhorte le public, justement, de la rubrique Le Point à suivre régulièrement l'émission de Christian Farel tous les samedis sur Métropole. Une autre remarque, disons une question qu'un autre auditeur m'a demandé de vous poser, vous qui êtes là avec nous ce matin, c'est qu'il aurait aimé que vous fassiez, que vous établissiez la différence pour nous entre un budget d'État, un budget personnel et un budget d'entreprise. Est-ce qu'il y a, selon vous, une différence? Voyons pour le budget de l'État d'abord. Professeur Desroches, vous êtes intéressé à vous prononcer là-dessus ou professeur Etienne? Bon, oui, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Quel que soit le budget, que ce soit un budget d'État, un budget d'entreprise ou un budget personnel, il y a une colonne où on a les rentrées, n'est-ce pas, les recettes, les revenus, n'est-ce pas, et puis il y a une colonne des dépenses. Et en principe, un bon budget, il faut que le montant des revenus soit en principe égal, n'est-ce pas, au montant des dépenses, surtout au niveau de l'État. Dans une entreprise, je dirais qu'il y a quand même une part qui doit aller au profit. Parce que normalement, une entreprise est en général à but lucratif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit le propriétaire de l'entreprise ou bien les actionnaires qui s'attendent à des retours sur investissement. Donc, il y a une rubrique profit, tandis que l'État n'est pas censé faire de profit. Cependant, l'État doit prévoir des investissements, n'est-ce pas, pour s'assurer que le pays croisse. Au niveau du budget personnel, c'est la même logique, rentrée-sortie, mais là encore, je dirais au niveau personnel, il faut avoir des prévisions pour des cas imprévus. S'il y a la maladie, etc., il faut prévoir des assurances pour la famille et tout cela, etc. Et aussi, il faut investir aussi au niveau de la famille, c'est-à-dire pour améliorer le patrimoine, construire une maison, et, n'est-ce pas, je crois que tout ceci est nécessaire. Et je crois que tous ces principes sont valables
à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, justement, professeur Étienne, vous voulez ajouter, parce que je ne voudrais pas faire de ce point un point de développement pour éviter trop d'élaboration sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien un petit point de désaccord par rapport au professeur Desroches? Non, c'est juste un ajout. Parce que quand on fait un budget, il faut aussi avoir des prévisions, il faut avoir des projets, il faut faire une vision de l'avenir. Faire un budget, pourquoi? C'est pour implémenter un projet qu'on a déjà élaboré. Donc, il faut s'assurer des sources de revenus, il faut s'assurer également d'une bonne répartition des revenus. Mais quand on fait un budget, on n'est pas obligé d'avoir tout l'argent au départ. Ce sont des prévisions que nous faisons. Bon, moi, j'estime, comme a dit le professeur Desroches, que ça soit budget de l'État ou budget entreprise ou budget personnel. Il y a toujours prévision. Il y a toujours le même squelette. Toujours le même squelette. Mais j'aurais voulu, par exemple, j'aurais suggéré que cette question soit posée à un économiste pour avoir plus de détails. Et je voudrais ajouter, pour l'auditrice qui a parlé de Christian Farel, Christian Farel ne parle pas du budget seulement dans ses émissions, investir. Christian Farel se fait le devoir d'aller dans les écoles aussi, pour aller faire analyser les budgets et entendre également des critiques de la part des élèves. Donc je crois qu'il fait un travail effectivement d'envergure à ce niveau. Donc à ce niveau-là, sans vouloir envoyer des fleurs à Kestner, qui est un collaborateur, donc il faudra plusieurs Christian Farel. Définitivement. Si on veut vraiment appréhender, bien comprendre, bien saisir la question, professeur Desroches. J'ose ajouter une petite fleur pour Kestner. Allez-y. Dernièrement, il était avec nous au Sénat de la République et il est venu avec toute une littérature qu'il a préparée sur le budget 2017-2018. Vous savez qu'il a un projet, n'est-ce pas, Groupe Croissance, USAID, etc. Il a distribué toute cette documentation et il a remis à chaque sénateur qui était là une documentation et les sénateurs étaient extrêmement heureux d'avoir reçu parce que ça les a aussi guidés dans leur analyse. Alors, je voulais insister là-dessus pour dire que nous avons un problème de communication dans ce pays. Nos dirigeants ne communiquent pas assez. Nous avons un problème de dialogue dans ce pays. Nous ne dialoguons pas entre nous. Nous nous contentons de nous battre, de nous détester, de nous haïr et de rendre l'autre responsable de mes malheurs, etc. Mais il y a un déficit de connaissance aussi dans ce pays, n'est-ce pas? Il y a une fracture cognitive et heureusement qu'il y a des gens comme Kestner Farel, Groupe Croissance, Métropole, etc., qui essaient de combler le déficit sur le plan financier et économique. Maintenant, permettez que je revienne à la question de dialogue. Le professeur Étienne pense qu'il y a déjà un début. Le professeur Desroches aussi, à travers certaines activités lancées. Pourquoi on a eu ces dernières semaines autant de problèmes ou ces derniers jours dans le problème, alors que le dialogue est possible? Vous pensez que le dialogue est possible? Est-ce que c'est toujours à l'école qu'on a commencé? À l'école, dans les familles, dans les églises, et de nouvelles structures de pensée, de nouvelles conceptions au niveau éducatif. Par exemple, le concept maître dans une salle de classe, ça n'existe plus, c'est complètement désuet. Il n'y a pas de maître dans les salles de classe. Il y a des professeurs, il y a un guide. Et chez nous, nous allons même beaucoup plus loin. Nous parlons de coaching éducatif. Ce qui veut dire que le professeur seul ne peut pas faire avancer. Il faut un dialogue avec les élèves. Nous allons même très loin certaines fois. Nous disons aux élèves, si vous ne doutez pas de ce que vous dit un professeur, vous n'êtes pas des élèves. Donc il faut pouvoir aller chercher, il faut dialoguer. Mais il faut surtout argumenter. Dans le dialogue, il faut l'argumentation. Et c'est possible de commencer à l'école, c'est possible de le faire dans les médias, c'est possible de le faire dans les églises. Partout où il y a des communautés qui se réunissent, il faut privilégier le dialogue, mais un dialogue constructif. Est-ce que vous pensez, professeur, qu'on peut sauver cette année? Certainement. Toujours par le dialogue? Non, pas par le dialogue seulement, mais par des actions aussi, par des prévisions également. Bon, là maintenant, c'est vrai que on a eu... Alors, permettez que je vous arrête encore. On parle de budget, on parle du budget, oui, et qui serait un budget criminel, alors que l'on prévoit une certaine augmentation pour les professeurs.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou bien les parlementaires auraient dû aller plus loin dans l'augmentation allouée aux professeurs? Non, mais dans tous les cas, nous savons tous que les professeurs, l'enseignant ou dans l'éducation, les professionnels de l'éducation sont les moins considérés en termes économiques. Sont toujours traités en parents pauvres. Parce qu'un éducateur ne devrait pas avoir à envier un médecin économiquement ou un ingénieur ou dans n'importe quelle autre profession. Parce que maintenant, on parle de science de l'éducation. L'enseignant, ce n'est pas celui qui vient préparer son cours et débiter le savoir. Non, c'est une science maintenant. Donc, il faut beaucoup de compétences pour être enseignant. Or, qu'est-ce qui nous arrive maintenant justement? Nous constatons que les gens fuient cette profession-là. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'être enseignant ne permet pas de gagner correctement sa vie. Alors qu'effectivement, on devrait pouvoir privilégier cette profession-là, parce que sans un enseignant, comment faire l'école? Professeur Desroches, l'enveloppe allouée au secteur éducatif, si vous préférez, a subi une modification ou encore fait l'objet d'une certaine augmentation, qu'elle soit relative ou pas, mais augmentation quand même. Oui, il faut non seulement augmentation, il faut dire que depuis quelques années, le secteur éducatif, n'est-ce pas, est le secteur qui a la plus grande enveloppe budgétaire. Dans le budget 2017-2018, le pourcentage qui revient à l'éducation est de 15%, n'est-ce pas, plus que les travaux publics qui, autrefois, étaient, n'est-ce pas, le ministère qui recevait le plus. Et comment vous expliquez qu'il y a toujours des problèmes au niveau de ce secteur? Ils ont pris quand même certaines dispositions pour régler certains problèmes de professeurs qui n'avaient pas été embauchés correctement, qui n'avaient pas reçu leur salaire, etc. Il y a des améliorations qui ont été faites dans le secteur de l'éducation. Cependant, je dirais que là, à mon avis, où le bas blesse véritablement, c'est par exemple au niveau de la justice. La justice aujourd'hui a 0,8%, donc même pas 1%, 0,8% du budget, même pas 1%. Alors que nous savons la quantité de problèmes qu'il y a dans la justice. Et si vous voulez avoir des juges qui ne cèdent pas à la corruption, il faut leur permettre quand même d'avoir des conditions de vie plus ou moins décentes et une certaine indépendance. Alors que le Parlement, les deux chambres, se sont octroyés 5% du budget national. D'accord? Et quand vous voyez, il n'y a pas 200 parlementaires, mais ils ont toutes sortes de facilités, véhicules, location de bureaux dans leur circonscription, à Port-au-Prince, etc. Ils peuvent engager des gens, etc. Et malheureusement, trop souvent, ce n'est pas des spécialistes qu'ils engagent pour les aider à mieux comprendre les choses, c'est pour faciliter les partisans, etc. Le domaine de la santé, où nous avons eu beaucoup de problèmes au cours de ces derniers mois, n'est-ce pas? Même pas 5%. 4 points et quelques pourcents, n'est-ce pas, pour le budget de la santé, alors que vous avez une population de 11 millions d'habitants et beaucoup de gens, quand ils ont un problème, ils doivent aller, n'est-ce pas, dans les hôpitaux publics et tout cela. C'est là où je dis qu'il y a des déséquilibres dans le budget, il y a des ajustements à faire. Naturellement, je crois qu'il y a de l'exagération aussi dans les propos tenus par, n'est-ce pas, l'opposition, en parlant de budget criminel, etc., etc. Il y a de l'exagération. Il y a des gens qui utilisent le budget pour, n'est-ce pas, faire passer leurs objectifs politiques, mais c'est vrai qu'il y a des ajustements à faire. Et surtout, le gros problème, c'est que les gens sont frustrés par la corruption. Regardez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au niveau du ministère des Affaires sociales, avec des affaires de kits scolaires, lorsque vous pensez que des gens se tuent pour payer des taxes, etc. Et puis, vous avez des marchés qui sont passés avec surfacturation. Et bon, c'est vrai qu'il y a un ministre qui a été mis à pied, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent de poursuite véritablement, alors que des chèques ont été émis, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui révolte la population quand ils n'ont pas beaucoup de moyens, on leur demande davantage, mais d'autres sont en train
de se sucrer, comme on dit, à partir du budget national. Au niveau du privé, vous n'êtes pas concerné par cette affaire cette histoire de budget? Nous sommes concernés parce que quand il y a des augmentations faramineuses de taxes à payer, nous autres, nous n'avons pas de problème pour payer les taxes parce que nous payons régulièrement nos taxes. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Ça, c'est la grande question. Donc nous sommes frappés aussi parce qu'il y a beaucoup d'augmentations. Mais comme je vous dis, nous sommes prêts à payer. Nous aurions accès, parce que dans tous les pays du monde, on doit payer des taxes. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Là, vous rejoignez le professeur qui parlait tantôt de la corruption ou encore de la frustration provoquée par la mauvaise gouvernance ou la mauvaise gestion. Mais c'est certain, parce qu'effectivement, comme dit le professeur Desroches, quand on voit les officiels avec tout ce qu'ils ont comme facilité, que les écoles nationales, certaines fois, n'ont même pas de bâton de craie pour travailler, c'est injuste. Donc le contribuable qui paye son argent, ce n'est pas pour faciliter la vie de certaines personnes. Un contribuable qui paye ses taxes, les taxes devaient être utilisées pour le développement réel de la communauté. Moi, je crois qu'il faut repenser la distribution ou il faut refaire la distribution de cet argent du trésor public. Parce qu'il n'est pas normal que certaines personnes utilisent l'argent des contribuables pour leur développement personnel ou pour leurs intérêts personnels, alors que la communauté, les lycées, les écoles nationales ne disposent pas de moyens pour vivre. Oui, mais pourquoi ces hostilités a priori? Pourquoi ces hostilités a priori? Normalement, est-ce qu'on ne devait pas mettre l'accent sur... Excusez-moi, professeur Desroches, je sais que vous souhaitez la parole, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'accent sur la nécessité de reddition de comptes? Ah, mais certainement. Et là, ce serait de préférence a posteriori. Et là, on annonce un budget, et là, les gens se lèvent pour dénoncer, protester, attaquer, agir, critiquer, dénoncer. Mais Wendell, il n'y a pas de reddition de comptes. Restons dans le domaine scolaire. On a pris, depuis le gouvernement de Martelly, des taxes sur les appels téléphoniques, sur les transferts d'argent, n'est-ce pas, de l'étranger, etc. Maintenant, combien de fois le Sénat, à l'époque, avait demandé au Premier ministre Lamotte de venir au Sénat pour apporter un rapport sur les fonds, pour savoir combien d'argent a été tiré de ces prélèvements et qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a jamais eu ces rapports. Tu comprends? Donc, le gouvernement actuel est en train, en quelque sorte, de subir les conséquences d'une injustice qui est vieille de 2 siècles pratiquement, de 2 siècles. Et je voulais aussi dire une chose. Alors maintenant, non, avant de dire cette chose, maintenant, si le gouvernement actuel est victime d'une injustice vieille de plusieurs siècles? De 2 siècles. De 2 siècles. Oui, mais maintenant, comment stopper cette injustice? Parce que tous les gouvernements qui vont arriver, tous les gouvernements qui auront à se succéder, auront à faire face à cette même injustice. Alors, qu'est-ce que nous autres, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? La transparence. Et je vais dire quelque chose de très concret. Vous savez que l'Union européenne a donné un appui budgétaire au pays. Ce qu'on appelle un appui budgétaire, c'est-à-dire c'est une valeur qui va directement dans le budget. Et le gouvernement peut dépenser ça à partir de ses ministères. Ce n'est pas un projet que l'Union européenne va confier à une unité spécialisée pour réaliser tel ou tel projet. Non. Mais le gouvernement reçoit ça. Mais associé à cela, l'Union européenne a demandé, n'est-ce pas, qu'il y ait un dialogue tripartite. Ce dialogue tripartite comporterait des représentants de l'exécutif, des représentants du législatif et des représentants de la société civile. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans tous les pays où l'Union européenne donne un appui budgétaire. Un groupe a été en Côte d'Ivoire pour voir comment ça fonctionne très bien. Et dans ce groupe, Christian Farel était présent et ils sont revenus enchantés de ce qu'ils ont vu en Côte d'Ivoire. Eh bien, on a signé, peut-être que vous avez suivi ça au mois de juin, on a signé une déclaration conjointe entre ces 3 parties, société civile, législatif et exécutif. Vous pensez que l'exécutif et le législatif auraient profité
de cette structure pour venir discuter du budget? Jamais ce groupe n'a été invité et discuter du budget. Maintenant, reddition de comptes. La loi sur l'élaboration du budget fait obligation au gouvernement, au moment de présenter le budget, n'est-ce pas, de présenter en même temps ce qu'on appelle la loi de règlement du budget. La loi de règlement du budget, c'est le rapport concernant l'exécution du budget, non pas de l'année antérieure, mais de l'année qui vient avant, parce que l'année antérieure n'est pas encore finie au moment où on prépare le budget. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, on devrait présenter la loi de règlement du budget pour l'année 2015-2016. Ceci n'a pas été présenté. Ça a été l'un des problèmes qui a été soulevé lors de la rencontre avec le Sénat. Et ceci pendant de nombreuses années. Pas de reddition de comptes. Vous comprenez? Pourquoi la société civile ou encore les secteurs organisés, sans vouloir se substituer par exemple au Parlement qui a un travail de contrôle à faire, pourquoi est-ce que l'on ne met pas sur pied des groupes de pression et qui n'auraient aucune vocation politique, aucun objectif politique, et qui auraient pour tâche, pour mission d'exiger des comptes, d'exiger qu'il y ait reddition de comptes? Pourquoi on n'y pense pas? On le fait chaque jour, Wendell. Si on le fait chaque jour, pourquoi ça ne donne pas de résultats? Écoute, ça donne des résultats. Pourquoi on se plaît encore, professeur, à parler de corruption, à parler de corruption tous les jours? Non, attention. Et vous savez, le problème est profond. Il y a des résultats, je dirais, de petits résultats. Ce sont des résultats, je dirais, de petits pas que l'on fait. Parce qu'en la matière, vous ne pouvez pas avoir une révolution et puis tout change du jour au lendemain. Il n'y a pas de baguette magique. Et je vais donner une petite anecdote pour montrer les résultats. Vous en avez tellement. Ah oui, que voulez-vous. Ce sont des questions que je suis depuis de nombreuses années. Oui. En 2003, l'ISC a organisé la première fois, n'est-ce pas, un séminaire sur la question budgétaire pour ses membres et ses coordonnateurs de province, etc. À l'époque, la France venait de terminer sa réforme budgétaire. Et l'ambassadeur Godel, qui était français, qui était là, avec qui je parlais de ce séminaire, m'a proposé un spécialiste, économiste et juriste, pour venir nous aider avec la préparation de ce séminaire et le déroulement du séminaire. Et nous avions invité M. Henri Bazin, qui était à cette époque président de l'Association haïtienne des économistes, n'est-ce pas, pour que les deux spécialistes, ils viennent faire les exposés, etc., etc. Maintenant, M. Bazin et moi, nous cherchions le budget de la République qui était en exécution partout. On a téléphoné, c'est pas moyen de le trouver. Et le jour où le spécialiste français est arrivé, je l'ai amené à l'ambassade de France pour saluer l'ambassadeur qui avait financé son voyage, etc. Et je disais à l'ambassadeur notre difficulté à trouver le budget national. C'est l'ambassadeur qui a demandé à sa secrétaire de faire pour nous une copie du budget. Pour vous montrer la difficulté en 2003 de trouver un budget. Aujourd'hui, le budget n'est pas encore voté, comme je viens de te le dire. Eh bien, déjà, les jeunes, l'association, l'Observatoire des jeunes avaient le temps d'examiner le budget, de faire des propositions. Ça, c'est un progrès. Oui, tout le monde en parle. Il y a une évolution. Mais alors, merci, professeur Desroches. Il ne nous reste pas beaucoup de temps à passer ensemble. Mais je voudrais quand même avoir une réaction du professeur Étienne par rapport, ou encore à la question que j'ai posée tantôt. Pourquoi est-ce que, même si le professeur Desroches soutient qu'on le fait toujours, qu'on le fait de temps en temps, si ça existe déjà, alors pour être dans la ligne de la pensée du professeur, pourquoi on ne renforce pas les dispositions déjà en place pour qu'effectivement il y ait reddition de comptes? Je pèse mes mots, je ne demande pas qu'il y ait des groupes qui ambitionnent de se substituer au Parlement haïtien,
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, même si l'on reconnaît que le Parlement n'est composé que d'hommes politiques. L'exécutif n'a besoin tout simplement que d'avoir une majorité pour que toutes ces décisions passent. Pourquoi on ne s'organise pas de manière à avoir de groupes de pression qui puissent obtenir des résultats significatifs pour qu'ils soient efficaces dans leurs décisions? Est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable, mais là encore se pose un problème de mentalité. Quand on a des associations professionnelles, les dirigeants de ces associations eux-mêmes ne pensent pas à rendre compte aux autres membres de l'association de leur activité. Regardez, il y a plein d'associations professionnelles. Si je prends dans le domaine de l'éducation, il y a des associations professionnelles de l'éducation, mais le Parlement a voté une loi sur les frais scolaires qui, selon un sénateur qui l'a dit récemment publiquement, c'est une loi qui devrait être mise en veilleuse. Et c'est parce que les associations professionnelles de l'éducation n'avaient pas fait leur travail de pression effectivement sur le Parlement, sur l'exécutif. Et d'un autre côté, le Parlement et l'exécutif n'ont pas cherché à rencontrer non plus les associations professionnelles avant d'élaborer ces lois. Donc là, je crois qu'il y a une question de mentalité, c'est encore l'individualisme, on ne pense pas collectif. Et c'est le gros problème de notre pays. Alors, il faut penser aussi à renforcer, comme je l'ai dit déjà, les organisations qui existent déjà. C'est le cas de l'ISC, par exemple, qui fait le travail. Alors, je voudrais aussi préciser quelque chose, professeur. Quand je parle de groupes de pression, je ne fais pas allusion à ces groupes qui n'arrêtent pas de demander à tout bout de champ grève, qui lancent à tout bout de champ des appels à la grève. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de groupes qui exigent effectivement qu'il y ait reddition de comptes et il faut, je ne vais pas dire, il peut y avoir des politiciens à l'intérieur de ces groupes, mais l'objectif final, ce n'est pas de la politique. Professeur Desrolles, si vous permettez, juste, il faudrait que ces groupes n'aient pas comme objectif seulement de demander des redditions de comptes. Il faudrait que ces groupes aient aussi comme objectif d'accompagner. Accompagner, oui. D'accompagner. Et c'est le plus important pour moi. Prenons la situation en amont. N'attendons pas la fin, n'attendons pas les problèmes pour réagir. Ces groupes devraient être des groupes d'accompagnement. Je pense que, par exemple, une association professionnelle en éducation devrait accompagner le ministère, devrait accompagner le Parlement dans des prises de décision, dans l'élaboration de lois. Et à ce moment-là, la situation serait peut-être plus facile. Oui, alors, ce que je voudrais dire, Wendell, il ne faut pas diaboliser la politique, parce que c'est grâce à la politique que vous allez avoir la reddition de comptes et que vous allez avoir aussi une amélioration de la situation. Nous autres, au niveau de la société civile, nous pouvons faire des analyses, nous pouvons dénoncer, nous pouvons faire de la formation et nous voyons déjà les résultats de cette formation. Tout ce que Groupe Croissance fait, ce que l'ISC fait, ce que d'autres groupes font, etc., etc. Il y a déjà des progrès qui se font. Mais on aura véritablement le résultat lorsque la compétition politique, n'est-ce pas, va véritablement entrer en action. Parce que ce qui se passe là, aujourd'hui, ça fait partie aussi de la compétition politique. Il y a une opposition aujourd'hui qui est en train de tacler l'actuel gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec les méthodes qu'ils utilisent, violence, etc., etc., mais il y en a... C'est nécessaire. Vous voyez, mais l'opposition politique... il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait une opposition politique. Oui. Mais je peux vous dire, pour avoir beaucoup voyagé dans les pays de la Caraïbe, n'est-ce pas, l'opposition politique est institutionnalisée dans les pays de la Caraïbe anglophone. Lorsque vous allez, que ce soit à la Barbade, à la Jamaïque ou bien aux Bahamas, le chef de l'opposition est un personnage, n'est-ce pas, officiel. Quand vous vous adressez au Premier ministre, ah oui, respectable et respecté. Quand vous vous adressez au Premier ministre, d'abord, le deuxième personnage auquel vous devez vous adresser, c'est le chef de l'opposition. Donc, il n'y aura pas de vraie reddition de comptes tant que la politique n'interviendra pas et que l'opposition ne jouera pas. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, il faut souhaiter que ce soit une opposition politique qui fasse son travail sur le plan parlementaire. Naturellement, on n'exclura pas, n'est-ce pas, l'intervention de la rue. Regardez ce qui se passe en France.
le gouvernement Macron, n'est-ce pas, Philippe, vient avec des ordonnances sur la loi du travail, sur l'organisation du travail, mais Mélenchon est déjà dans la rue, etc., pour faire pression parce qu'ils ne sont pas d'accord. Le jeu politique... n'est-ce pas, inclut tout ça. On n'est pas en train de diaboliser la politique, malheureusement. Et on n'a pas le droit de le faire non plus. Alors, je voulais terminer avec le professeur Étienne. C'est une sorte de suivi que je voudrais bien faire par rapport à ce qu'a dit le professeur Desroches. Un chef de l'opposition en Haïti. Est-ce que vous pensez que c'est possible, professeur? Mais pourquoi pas? Ça devrait se faire. Mais une opposition constructive. Non, je parle d'une figure emblématique, respectable, respectée, comme a dit le professeur. Une seule personne. Est-ce possible qu'il y ait aujourd'hui une seule personne représentative de l'opposition politique? Est-ce que c'est possible aujourd'hui en Haïti? C'est une question extrêmement difficile, mais est-ce que c'est souhaitable d'abord qu'il n'y ait qu'une seule personne? Et moi, je pense que là encore, c'est une action collective. On devrait avoir une opposition politique collective, une opposition politique constructive, ne pas penser à une seule personne. Et c'est mon opinion, je ne suis pas politicien, mais c'est mon opinion. Il faudrait qu'il y ait... Non, écoutez, l'existence ou encore... cela n'écarterait pas la pluralité idéologique et politique. Mais, par exemple, le pouvoir pourrait, par exemple, s'adresser à une personne qui représenterait l'opposition politique au pouvoir en place. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, mais pour le moment, moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Professeur, vous non plus, vous ne voyez pas. Ou encore, vous pensez que c'est difficile? C'est-à-dire que notre système politique ne le permet pas tellement. Il y a chef de l'opposition dans ces pays anglo-saxons parce qu'en général, ils ont un système bipartisan plutôt. Okay? Vous avez, par exemple, prenons le cas de l'Angleterre, vous avez le parti conservateur, vous avez le parti travailliste. Il peut y avoir un troisième parti, mais en général, il y a deux grands partis. Souvent, le chef de l'opposition sort du parti minoritaire, mais du deuxième grand parti. Et dans la Caraïbe anglophone, ils ont le même système à peu près. Et là, vous avez un chef de l'opposition. Nous n'avons pas le même système. Okay, pas la même on n'a pas la même culture politique non plus. D'abord, mais l'essentiel, ce serait que nous ayons une opposition structurée. Et regardez, il y a une chose intéressante qui est en train de se passer. Hier, le président de la République a réuni les partis politiques, n'est-ce pas, pour structurer la vie politique. J'espère que ceci va se faire, que ce n'est pas la poudre aux yeux, mais que ceci va se faire parce qu'on a besoin de quelques partis organisés, n'est-ce pas, pour structurer la vie politique. Donc, c'est-à-dire que l'opposition sera toujours pluricéphale 10, 15, 20 ans plus tard, à l'avenir. Bon, mais elle peut être de 2 ou 3 grands partis, par exemple, et qui, à ce moment-là, ils peuvent faire une coalition, tout comme le parti au pouvoir, s'il veut la majorité, peut faire coalition avec un ou deux autres partis pour avoir une majorité parlementaire. Et l'opposition peut ne pas vouloir entrer dans la coalition et rester dans l'opposition. Mais notre vie politique a besoin d'être structurée. Donc, pour terminer, pour professeur, seul dans les pays où il y a 2 ou 3 partis traditionnels peuvent avoir un chef de l'opposition. C'est ça, avec institutionnalisé. Parce que ce chef de l'opposition dont je vous parle, il a une allocation budgétaire pour son bureau, n'est-ce pas? Pour fonctionner. Pour fonctionner. C'est ça. Merci beaucoup, professeur Desroches. Je ne voulais pas dire que je vais partir sans avoir la réponse souhaitée. Que faire pour sauver l'année scolaire. Mais en quelques secondes, vous pouvez me rappeler ce que vous avez dit avant? Il y a une petite équation, menace plus vulnérabilité égale désastre. Sauver l'année scolaire, c'est éviter un désastre. Mais les menaces naturelles, on ne peut pas influencer, cyclone, tremblement de terre, etc. Mais il faudrait qu'on puisse augmenter ou réduire notre vulnérabilité par rapport aux menaces anthropiques et que les gens comprennent qu'il faut sauver l'école. Merci, professeur. Vous avez un dernier mot aussi, professeur Desroches, par rapport à l'année académique? Oui, ce que je dis, cette société
à des problèmes profonds. On ne peut pas résoudre les problèmes, même scolaires ou académiques, sans attaquer avec sérieux et en profondeur les problèmes sociaux. Merci, professeur Desroches. Merci, professeur Étienne. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce vendredi. Nos invités aujourd'hui, les professeurs Ronnie Desroches et Guy Étienne. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end, un très bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.